On va maintenant pouvoir passer à la dernière partie de cette session dédiée aux mots. Et pour ça, on va accueillir 3 intervenants, dont certains que vous avez déjà pu voir sur cette scène, notamment Mélodie Mouret, qui est dramaturge et metteuse en scène, Vincent Avanzi, Chief Poetic Officer, nouveau job dans les entreprises, et Lémophile, notre artiste qu'on a vu tout à l'heure avec sa chanson Pétrole. Je vous remercie de les accueillir chaleureusement sur scène. Il nous manque une chaise. Pas de problème, que des solutions. Voilà. Allez-y. Bienvenue à tous les 3 sur cette scène. Je suis ravie de pouvoir partager ce moment, cette clôture de session avec vous. La thématique, elle résonne particulièrement avec ce que vous faites au quotidien tous les 3. Particulièrement avec vous, Mélodie Mouret, peut-être, qu'est-ce que ça vous évoque, cette thématique, finalement, des mots pour les mots de demain? Est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à nous dire là-dessus? Oui, moi je fais des spectacles, j'écris et je mets en scène des spectacles et mon dernier spectacle s'appelle Big Mother. Et il parle effectivement de... On a des fans. Plaisir. Il parle effectivement de sujets très, très actuels, très contemporains, qui moi me passionnent. Ce qu'on fait de la démocratie, comment aujourd'hui il devient de plus en plus difficile de dire la vérité et de la faire entendre dans un monde qui a de plus en plus de mal à la reconnaître parce qu'il y a de plus en plus de flux d'informations, de deepfake, etc. Donc voilà, j'essaie dans cette pièce-là effectivement de traiter de ces thématiques-là et de se demander comment là-dedans on peut quand même avoir de l'espoir. Voilà, j'y mets mes inquiétudes et en même temps ce qui moi me fait garder espoir. Voilà. Ce serait finalement ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme être engagé, presque militant. Est-ce que c'était une évidence pour vous d'éveiller les consciences par ce biais-là? Non, je pense que ce qui était évident, c'est que j'avais envie de faire des spectacles qui parlent de sujets qui me touchent et pour partager l'émotion que ces histoires-là me font moi ressentir. Donc c'était plus l'envie de partager des émotions plutôt que d'éveiller. De votre côté, Lémophile, maintenant, on vous dit artiste engagé. Est-ce qu'à la base, c'était ça? Bonjour à tous. Pas du tout, pour te répondre, Stacy. Moi, j'ai commencé à écrire un peu par nécessité, pour parler des sujets intimes. Et toutes les questions politiques, moi, je me sentais pas du tout légitime pour en parler. J'ai la chance d'être plutôt privilégié. Je suis blanc, j'ai jamais vécu le racisme. J'ai jamais eu de grosses galères. Et puis, c'est vrai que le réchauffement climatique, c'est aussi quelque chose qu'on ne vit pas directement. Pour l'instant, on est assez préservé. Moi, dans mon petit village de Haute-Loire, il n'y a pas de tsunami, il n'y a pas de tremblement de terre. Mais il n'empêche qu'il y avait cette angoisse qui commençait à naître un peu en moi. Et en fait, c'est le fait que le politique soit également dans l'intime qui a fait que je me suis emparé de ce sujet. Et d'ailleurs, mon morceau qui parle de ça commence vraiment dans l'intimité, puisqu'il commence dans le lit, avec ma copine qui me dit qu'elle voudra jamais d'enfant. Et c'est de là qu'a pu naître ce texte, Pétrole, qui a pris une dimension politique, évidemment. Parce qu'à la base, toi, tu parles surtout de rupture, de faire la fête avec ses potes. Et comment est-ce que tu en es arrivé à dériver là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un certain poids aussi à avoir cette étiquette d'artiste engagé? Est-ce qu'il n'y a pas certaines limites où on te dit maintenant tu vas faire de l'art engagé et plus autre chose? C'est pas du tout mon ambition de faire de l'art engagé. En fait, c'est surtout, je pense, une fausse polarité entre des artistes qui seraient engagés et des artistes qui ne le seraient pas. En vérité, dès qu'on utilise les mots, il y a une dimension politique dedans. Et donc, je suis assez convaincu que même dans des morceaux qui peuvent paraître banals, en fait, il y a toujours une dimension un peu politique. Par exemple, comment on parle d'amour, il y a forcément une dimension politique. Quand, je sais pas, Johnny dit qu'il aime à en tuer sa compagne, en fait, il y a quelque chose de politique. Il y a quelque chose de peut-être problématique dans ce morceau. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire en sorte de ne pas me coller une étiquette engagée, de juste parler de ce qui me touche
Et c'est là que ça résonnera chez les gens, je pense. Ouais. Vincent, on entend ici que les mots ont une portée, une importance. Chief Poetic Officer, déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est? Un Chief Poetic Officer, c'est quelqu'un qui poétise le monde. Je me suis donné comme mission de vie il y a 10 ans maintenant de réenchanter le monde avec la poésie pour créer un monde d'harmonie. Et ça a été ça, en fait, le premier point de départ, ça a été d'être en quête d'harmonie, et notamment à travers la poésie, parce que la poésie a cette double dimension d'être à la fois un art thérapeutique, pour pouvoir se livrer, libérer ses émotions, la parole, etc. Et aussi un art utopique, pour pouvoir essayer de contempler un idéal demain, un horizon commun pour demain. Et donc, ça a été pour moi quelque chose de très puissant pour pouvoir à la fois moi m'élever et aussi pouvoir, comme je dis souvent, en fait, de trouver ma propre lumière et d'essayer d'éclairer le monde avec, parce qu'on peut tous être des leaders de notre propre cause. C'est pour ça que j'utilise le terme de leader poétique, parce que justement, on a tous une singularité qu'on peut mettre au service de l'humanité. Et donc, dans les mots, il y a ce truc-là de quand on emploie un champ lexical, pour trouver le mot juste dans la communication au présent, il y a cette notion-là des mots qui sont chargés d'énergie. Et donc d'employer des mots positifs, d'employer des mots qui ont lieu à l'émerveillement, la justesse aussi des mots aussi, en fait permet de s'élever, d'avoir un supplément d'âme. Et de pouvoir, justement, c'est Chesterton qui disait le monde ne mourra pas par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. Et c'est beau justement d'utiliser des beaux mots pour pouvoir s'élever vers demain aussi. Alors, on le voit rien qu'en allumant sa télé, c'est un peu le chaos dans tous les domaines de notre société, que ce soit à l'échelle politique, dans nos vies individuelles parfois et absolument partout sur le globe. Est-ce qu'il n'y a pas besoin justement de proposer aujourd'hui des narratifs qui soient plus désirables pour nous, pour le collectif? Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est vrai que la lutte écologique, elle est triple. Elle est d'abord scientifique, pour comprendre les données disponibles au présent. Et ensuite, elle devient poétique, pour pouvoir donner envie à aller vers un avenir désirable. Et ensuite, elle devient politique, parce que justement, pour faire cœur en société, et puis de pouvoir y aller ensemble demain. La poésie, il y a cette notion-là dedans, il y a le champ lexical pour trouver le mot juste, il y a aussi le champ des possibles pour aller contempler demain, et aussi le champ émotionnel. Comment est-ce qu'on peut parler d'âme à âme, de cœur à cœur? Et en fait, c'est un peu, moi je considère que la poésie, comme l'anglais, qui est la langue de communication internationale, la poésie c'est aussi une forme d'espéranto. Parce qu'on dit souvent qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il existe une fine ligne quand on parle du cœur à cœur pour pouvoir créer du coup un narratif, une histoire de demain qui puisse être audible, attractive et inclusive pour que tout le monde ait envie de coécrire l'avenir. Et donc c'est beau justement d'employer des mots qui puissent permettre à chacun de s'identifier et puis de jouer un rôle aussi dedans. Un monde en harmonie, c'est un monde où justement réenchanté, c'est un monde où chacun est dans sa zone de talent pour pouvoir contribuer au monde qui nous entoure. Donc on a besoin de nouveaux narratifs, on a besoin de montrer ce que c'est, notamment une vie en harmonie, une vie poétique. C'est quoi une vie poétique, justement, où chacun peut faire sa part de colibri, être dans un temps long, avoir une part de spiritualité. Il y a Edgar Morin qui disait la vie n'est supportable pas parce qu'on y met de l'utopie, mais de la poésie, c'est-à-dire de l'intensité, de la joie, du bonheur, de l'amour et de la fête. Je trouve ça beau, en fait, d'aller vers quelque chose, de donner envie d'aller vers une vie plus belle, en fait. On entend la centralité des émotions, finalement, dans tous ces sujets. On voit aussi que l'éco-anxiété explose, de plus en plus de jeunes qui souffrent de dépression, qui parfois passent à l'acte, c'est-à-dire qui sautent la vie. Et en même temps, on a de l'autre côté des personnes qui nous expliquent que notre génération, en tout cas la nouvelle génération, serait trop émotive, trop sensible, pas du tout faite pour affronter la réalité du monde qui est censé être dur et compliqué à affronter. Mélodie, peut-être un monde sans émotion, au contraire, qu'est-ce que ça serait et comment est-ce qu'on pourrait s'y projeter? Moi, je trouve ça étonnant d'opposer l'émotion à quelque chose à la rationalité pour moi, au contraire, c'est le moteur de toute décision juste. L'émotion, c'est parce qu'on veut éviter des souffrances et multiplier la joie qu'on prend des décisions dans la vie. Donc, je trouve toujours ça étrange d'opposer les deux. Et je trouve que c'est là-dedans que justement la fiction a un rôle à jouer en étant génératrice d'émotions. Elle permet d'être un moteur. Moi, je trouve que quand on sort d'un film ou d'un spectacle, on peut avoir envie de changer de vie, on peut avoir envie de changer le monde, de sentir une envie de se battre. Et donc, oui, je pense que pour moi, l'émotion, c'est que positif. Et peut-être la question que j'aimerais vous poser également, on voit de plus en plus de pièces qui s'engagent et qui essayent de nous mettre en garde aussi sur ce que le monde et notre société pourraient devenir. Je pense notamment à Big Brother, évidemment, mais il y a également d'autres exemples.
comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces messages ils aient peut-être plus de portée? En quoi est-ce que justement peut-être le théâtre est devenu le nouveau lanceur d'alerte de notre époque? C'est une bonne question. Le théâtre, je trouve que quel que soit le sujet en fait, qu'on aborde, même si c'est une comédie qui ne traite pas forcément de sujets actuels, je trouve que c'est dans tous les cas un endroit de rassemblement. C'est des gens qui ne se connaissent pas, qui se rassemblent pour aller voir d'autres gens qui ne connaissent pas et qui leur parlent de l'essentiel, en fait, de ce qui fait qu'on est humain, de la vie, de la mort, de l'amour, de l'amitié, des trahisons. Et donc, quoi qu'on raconte, pour moi, c'est un endroit où on va comme se mettre devant un miroir de l'humanité. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça en dehors des théâtres où on accède à une telle profondeur, à une telle intimité avec des gens qu'on ne connaît pas. Et je trouve que c'est ça qui donne sa force au théâtre. Et l'émotion qu'on y ressent, pour moi, on la retrouve nulle part ailleurs pour ça. Quand on sort, on se sent un tout petit peu plus proches les uns des autres. Donc moi, je pense que le théâtre a ce rôle-là à jouer. Oui, tout à fait. Et je trouve qu'il y a aussi cet aspect de distanciation aussi de soi-même, où parfois on se rend compte qu'on éprouve parfois de la haine ou de l'amour pour des personnages qui finalement nous ressemblent énormément. Donc c'est là aussi où est la finesse, c'est où on se dit en fait on n'est plus face à notre ego, mais aussi face à la réalité des choses et à l'absurdité parfois de certains comportements. Complètement. Oui, c'est vrai. Cette distanciation-là, effectivement, au théâtre, on l'a. Et je trouve que l'attachement au personnage dont vous parlez, c'est aussi quelque chose auquel moi je tiens beaucoup. Je trouve ça génial de pouvoir parler de sujets importants, mais de le faire, que ça parle autant en fait à quelqu'un qui adore le théâtre et qui y va régulièrement, comme à quelqu'un qui lui pense que le théâtre c'est pas pour lui, que c'est plutôt quelque chose d'ennuyeux. Et c'est cet attachement au personnage qui va permettre de juste passer un bon moment aussi, au-delà du message qu'on veut faire passer, parce que voilà. Donc finalement, il faut créer de l'empathie. Lémophile, est-ce que vous pensez que cette empathie est créée aussi par le biais de récits personnels, de l'intime? Est-ce que c'est pour ça que dans vos chansons, on retrouve beaucoup de morceaux de vous, finalement? Ouais, je suis assez convaincu que c'est en parlant des choses les plus personnelles qu'on va pouvoir aller toucher le plus grand nombre de personnes. C'est assez fou, ouais. Souvent, je raconte des histoires qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à des amis, donc des choses très très personnelles. Et en fait, le fait que les gens se reconnaissent dedans, c'est le plus grand cadeau, que ça ait que ça fasse écho à leurs histoires. Et je pense que c'est parce que, c'était Reverdy qui disait ça en fait. Il faut utiliser des mots simples pour aller toucher l'intime, juste nos émotions perso, et c'est à ce moment-là que les gens pourront se reconnaître. S'il y a de la superficialité, s'il y a des couches qu'on met par-dessus, des beaux mots, des mots sophistiqués, c'est là qu'on les perd, je trouve. Et donc c'est ce que j'essaye de faire, je pense qu'on essaye tous de faire, c'est de creuser au plus profond de nous-mêmes pour que ça fasse écho aux autres. Se mettre à nu et raconter son histoire personnelle, c'est de plus en plus accepté, et on essaie justement de faire tomber un peu des barrières, parce que pendant longtemps on nous a fait croire que être vulnérable dans l'espace public c'était une faille, c'était quelque chose de mauvais, et on ne pouvait pas être un leader si on était vulnérable. Donc est-ce que Vincent, avec ton nouveau job de Chief Poetic Officer, il y a un peu cet enjeu aussi de faire comprendre aux leaders dans les entreprises notamment qu'être vulnérable et utiliser la poésie, en fait c'est pas du tout un problème? Si, ouais, justement, c'est le point d'inflexion, c'est de dire que c'est notre vulnérabilité qui nous connecte à l'humanité. Et donc justement d'ouvrir une partie de son intimité pour pouvoir se connecter à son audience, et notamment en tant que leader, quand vous avez besoin d'amener des équipes vers une vision que vous avez demain, déjà que la vision elle puisse être une vision un peu commune, partagée et partageable, et aussi en fait que vous donnez une partie de votre histoire personnelle, comment effectivement on passe du personnel à l'universel en passant par l'émotionnel. Et donc ça donne lieu à chaque fois, justement, parce que dans les cadres entreprises où en fait on s'octroie pas trop le droit en fait d'être vraiment soi-même, et je pense qu'à l'inverse, le plus bel acte poétique dans la vie, c'est d'être soi, pas de croire en soi, mais d'être soi, parce que atypique et poétique, et justement d'assumer sa part de singularité. Et en fait, en entreprise, quand je fais écrire des poèmes à des dirigeants, des collaborateurs, et ensuite ils viennent sur scène pour les partager, c'est un spectacle humain absolument sublime, parce qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est en accord avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait.
Et en fait, c'est là où on voit les gens éclore, on les voit trembler, on les voit vibrer, on les voit parfois pleurer. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et on se connecte à la personne. Et c'est un vrai beau moment humain. Et je pense que justement, c'est pour ça que moi, j'utilise la poésie pour humaniser le capitalisme et pour pouvoir donner une trajectoire au monde, justement, à des personnes qui ont de l'impact, pour pouvoir les mettre dans une trajectoire. Ils passent du jeu au nous à un plus grand tout, pour avoir conscience un petit peu des enjeux de ce siècle et les remettre dans cette trajectoire-là. Et c'est beau, en fait, ce supplément d'âme, parce qu'en fait, ça crée des déclics. Donc c'est des très beaux moments et qui sont hyper puissants et très émouvants aussi. Ouais. Et c'est dingue parce que, en tout cas, dans l'espace politique, on a régulièrement associé les personnes qui parlaient avec beaucoup d'émotions, qui parfois se laissaient déborder aussi, notamment par de la colère ou des émotions qui sont jugées presque comme pas saines finalement dans ces domaines-là. On les rejetait soit du côté populiste, soit du côté populaire. Donc comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça et aussi peut-être pas armer avec le fait de bien manier ses mots, une élite qui pourrait retourner ça peut-être pour manipuler parfois? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Il y avait Charlie Chaplin qui disait que la poésie, c'est une lettre d'amour adressée au monde. Je pense que c'est compliqué, en fait, en vrai, d'écrire un poème ou de la poésie avec de la haine. C'est quand même un élan d'optimisme vers l'avenir, on est quand même connecté à l'idéal. Il y a Ferlinghetti qui avait cette magnifique phrase sur la poésie qui disait que la poésie, c'est la voix de la 4e personne du singulier. Et en fait, quand on écrit en poésie, juste de manière inhérente, en fait, on est entre le on et le nous, entre soi et le monde, entre le présent et l'avenir. Et en fait, on ne peut pas tricher. On est connecté aux sources de l'être, à l'âme du monde. Et c'est beau, en fait. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une vraie magie inhérente à l'acte poétique, à l'acte d'écriture poétique. Et bien évidemment, au côté de ce qu'on appelle le poétique, c'est-à-dire habiter poétiquement le monde, à savoir voir le bon, le beau, le bien, le subtil, les énergies invisibles, pour essayer de se connecter à l'essentiel de pourquoi on est vivant, en fait, et d'être au final de faire un avec le vivant. Donc il y a très belles choses à faire, en fait, dans cette trajectoire-là. Mélodie, peut-être une réaction. Je voyais que vous acquiescez sur beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, je suis d'accord avec tout. Non, et puis, je pense qu'à la fois, il y a ça, il y a le fait que si c'est pas sincère, ça se ressentira, la première chose. Et s'il y a vraiment des très très bons acteurs et qui se mettent à manipuler par l'émotion, et ça existe, je pense que justement, c'est encore une fois, comme on le disait précédemment, il ne faut pas opposer émotion et rationalité. Et du coup, c'est à ce moment-là que la raison, que des agents rationnels doivent reprendre le dessus. C'est-à-dire si Trump met beaucoup d'éclat à dire que le changement climatique n'existe pas, il y a des scientifiques qui pourront rétorquer. Voilà. Et je pense que c'est là-dessus où il faut vraiment s'allier, qu'il faut à la fois persuader mais aussi convaincre, que les scientifiques et les poètes et poétesses ne sont pas du tout en défiance. Mélodie, et sur cet argument de peut-être émotion trop débordante ou malsaine, que ce soit dans la réalité, dans le vrai monde ou dans le théâtre, c'est souvent les femmes qui sont rattachées à ça. Est-ce que vous avez pu peut-être déceler des choses à modifier? Comment dans vos pièces vous vous attachez peut-être à faire des rôles féminins qui déjoueraient un peu ces travers-là également? Oui, en fait, je crois que j'y pense plus trop au moment de l'écriture. Je m'étais rendu compte, quand j'ai commencé à écrire, que j'avais une tendance effectivement à vraiment suivre des stéréotypes sur ces sujets-là assez forts. Et je me suis rendu compte en faisant jouer ma première pièce, Les Crapauds Fous, dans un stage avec des acteurs où il n'y avait que des filles. Donc j'avais été obligée de tout féminiser. Et j'avais trouvé ça frappant. Je m'étais dit, c'est fou que mon premier réflexe ait été de donner ces rôles à des hommes, parce que justement, peut-être effectivement, des émotions très virulentes. Voilà. Et donc ça m'avait fait quand même réfléchir à ce moment-là. Et maintenant, quand j'écris, là, le rôle principal de Big Mother, même si c'est une pièce chorale, mais c'est une journaliste femme qui est extrêmement révoltée et extrêmement décidée à changer le monde. Donc je pense qu'au plus on a des rôles, au plus on aura des fictions avec des rôles de femmes qui ressemblent aux femmes de la vraie vie, c'est-à-dire des femmes qui ont tout autant envie de changer le monde. Voilà, au plus ce sera... Juste, on changera les choses. Finalement, des personnages avec plein de facettes et les leaders politiques ont également plusieurs facettes. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Vincent? Ouais, moi j'ai un mantra qui est la poésie sauvera le monde, comme la beauté, et nous sommes tous des poètes.
parce qu'on a tous ce génie artistique en nous, on a tous cette capacité en fait à créer de belles œuvres d'art ou à faire de notre vie une œuvre d'art, et aussi en fait parce que la poésie c'est quand même un art ancestral qui prend juste, qui est accessible à tous, qui demande juste un stylo, des feuilles et un cœur pour écrire. Et en fait, en grec ancien, poiesis, ça veut dire créer et faire. Donc en fait, le poète, c'est pas juste quelqu'un qui écrit des vers, mais c'est quelqu'un qui justement qui est un acteur du changement, un créateur du nouveau monde, qui participe à la vie de la cité. Et donc on est tous en fait en cette capacité d'être le leader de notre propre cause, choisir un idéal, choisir une cause, notre singularité et la mettre au service de l'humanité. Et donc pour être des leaders poétiques. Donc les leaders poétiques, moi ce que j'appelle des leaders poétiques, c'est des leaders engagés qui ont un supplément d'âme et qui essaient de réenchanter le monde et coécrire l'avenir, et qui justement en se focalisant aussi sur l'essentiel. Et en fait quand je regarde en fait les facettes de la personnalité que peut avoir un leader poétique, il y a à la fois le côté dictionnaire sur le fait de jouer avec les mots, développer son influence avec de l'éloquence, de la prise de conscience et aussi de la cohérence. Et ça, c'est le fait d'écrire le discours de sa vie et de notre avenir. Ensuite, il y a l'imaginaire, c'est le fait de voir, en fait, de rêver à l'un ou les possibles, d'imaginer d'autres mondes possibles et puis s'émerveiller en fait du monde. Le troisième, ça va être l'humanitaire. Comment est-ce qu'on peut élever et servir l'humanité pour voir le bien de l'humanité. Le quatrième, ça va être le visionnaire, comment est-ce qu'on peut créer de nouveaux narratifs demain et dessiner des futurs souhaitables. Ensuite, il y a le missionnaire, comment est-ce qu'on a ce côté, avoir un pacte avec le monde, de s'engager sur sa mission de vie. Ensuite, il y a le révolutionnaire, bien évidemment, cette capacité à changer de cap, à transcender la réalité, ce qui est une des premières choses qu'on demande des leaders. Ensuite, il y a le planétaire. Aujourd'hui, comme vous avez vu tout à l'heure avec Jean-Pierre Gou sur la Révolution bleue, sur Gaïa, cette notion-là de trouver l'ikigai du monde entier, en fait, de l'écosystème du vivant, et de trouver l'harmonie en tout et dans tout. Et enfin, le gestionnaire, sur cette capacité à œuvrer ensemble avec du calme, avec du temps long et de l'empathie pour pouvoir co-construire ce monde sur le temps durable demain. Donc c'est un petit peu ça qui, je pense, forme en fait un leader complet pour adresser les enjeux de ce siècle-là. On approche doucement de la fin de notre session. Il me semble qu'il y avait un petit poème qui était prévu pour conclure tout ça. Avec plaisir. Alors. Un poing en l'air et l'autre main sur le cœur, en guise de je t'aime pour transcender le système et rassembler les quelques loups solitaires sur un tout solidaire, dans un monde de merveilles. Poète béni, supplément d'art, quête d'harmonie, guise de rempart, planète amie en étendard, des milliards de colibris faisant leur part. De grâce, ayons l'audace de voguer vers l'audace et regardons en direction des cieux. La métamorphose est dans les yeux, à l'extérieur, le merveilleux, à l'intérieur, notre art harmonieux. Alors que l'émerveillement nous relie, nous réconcilie avec la vie et l'amour du vivant, pour devenir non pas pour devenir des activistes de l'avenir et des alchimistes de la vie, non pas pour transformer le plomb en or, mais pour avoir l'aplomb de faire briller son aura et transformer les monts en merveilles, le monde en éveil, le bon en Éden, le songe en réel, le sombre en lumière, telle une étincelle entre l'éphémère et l'éternel. Harmonie, harmonie, harmonie. H-A-R-M-O-N-I-E. C'est l'humain en amour qui rêve d'un monde en osmose avec le nous dans l'invisible des étoiles. Harmonie. Oui, nous sommes ici pour célébrer la vie et coécrire l'avenir. Alors que les planètes s'alignent et que les poètes s'animent avant que le mal-être nous abîme et que les comètes arrivent. Mais il ne faut pas s'en faire, car vu que le paradis est aux portes de l'enfer, l'harmonie sera bientôt sur terre. Oui, il ne faut pas s'en faire, car vu que le paradis est aux portes de l'enfer, l'harmonie sera bientôt dans nos êtres et sur la terre. Alors, gloire à Gaïa, pour un futur en harmonie avec le nirvana, chacun dans son karma, chacun dans son aura. Le monde sera ce que l'on sera et ce que l'on en fera. Alors, bon voyage à tous vers 2030, 2040 et 2050. Nous sommes juste des êtres en lien que Gaïa enfante, juste des frères et sœurs en humanité.
rêvant de parcours et de chemins plus éclairés vers de sociétés plus harmonieuses et apaisées dans le monde entier. Harmonie superbe, paradis sur terre, paradis sur terre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois pour cette intervention très inspirante, le partage de vos parcours et ces mots, puisque c'était tout le centre de cette session. Merci également à vous d'être venus ici pour nous écouter. Je vous propose de suivre le reste de la programmation à Tirza, puisque ce n'est pas fini et il me semble qu'il va y avoir de très belles choses encore de prévues. Je vous remercie, c'était un plaisir pour moi d'animer cette session.